Bonjour à tous, dans VIP cette semaine, j'ai le grand plaisir de recevoir pour la première fois sur ce plateau le chroniqueur gastronomique qui nous a tous fait saliver à l'écrit, à l'oral, à l'écran, dans des émissions absolument fantastiques où finalement nous dégustions les plats avec lui, même si ce n'était pas totalement vrai non plus. J'ai le grand plaisir de recevoir, vous l'avez forcément reconnu, Jean-Luc Petit-Renaud à l'occasion de la sortie de son livre. Jean-Luc Petit-Renaud, bonjour. Bonjour, bonjour. Je suis contente de vous voir et en même temps, vous êtes le prince de la frustration, Jean-Luc Petit-Renaud. Combien d'émissions j'ai regardé de vous, scotché devant mon écran en disant « je veux manger ça avec lui, je veux manger ça avec lui, et puis ça aussi ». Vous êtes le roi de la frustration finalement. Oui, mais c'est amusant parce que finalement, ça a le côté un peu pervers, quoi. Je passe avec le plat sous le nez C'est ça. de ceux qui nous regardent ou nous écoutent ou nous entendent. Et puis finalement, ils n'ont rien au bout du compte. Sinon, le plaisir d'une envie de vivre. Moi, j'ai conçu C'est ça. toutes mes émissions comme ça, c'est-à-dire de faire des choses pour donner envie aux gens. J'en ai ras-le-bol de juger une époque. J'ai envie de donner de l'élan. Je suis un positif et c'est ce que j'ai envie de faire tout le temps. Dans tous les médias que je peux représenter, c'est tout le temps donner envie. L'appétit, je trouve qu'effectivement, ça vous caractérise bien. C'est pour ça qu'on n'a pas hésité à mettre en deuxième partie d'émission avec vous des gens qui ne sont pas du tout dans votre univers. Quoique, ce sont des comédiens et metteurs en scène, et ça a été une partie de votre vie aussi. On les rencontrera tout à l'heure. Ils vont venir nous parler d'une pièce qui s'appelle Pierre et Mohamed, et qui va notamment nous parler de l'évêque d'Oran, Pierre Claverie, qui a été assassiné il y a 20 ans. Cette chose un petit peu bizarre, Jean-Luc Petit-Renaud, j'espère que ça ne vous effraie pas, que nous voyons sur le plateau, Une soucoupe est volante. une soucoupe volante, mais parfaitement, vous l'avez complètement compris. Non, c'est un instrument de musique qui s'appelle du hang. Et c'est un très joli son, on écoutera ça tout à l'heure. On vous fera découvrir tout ça. Et je le découvrirai avec vous, d'ailleurs. Jean-Luc, bienvenue chez moi. C'est publié chez Flammarion. C'est un récit, comme c'est joliment intitulé, avec une idée tellement mignonne au départ. Je vais vous inviter chez moi dans les différentes maisons qui ont jalonné ma vie, depuis la maison de ma grand-mère, en passant par la maison que mes parents ont fait construire, en passant par cette maison de campagne dans les hauteurs de Clermont-Ferrand, en passant par cette maison que j'ai achetée à Barfleur. Et mon Dieu, merci, parce que finalement, en entrant chez vous, on entre totalement dans votre intimité, mais de manière très, très pudique. Oui, mais c'est un peu comme les petits cailloux blancs du petit poussé, Oui. c'est-à-dire que on a tous eu des maisons. Alors, bien sûr, celui qui n'a vécu que dans des locations ou des maisons comme ça qu'il ne regardait pas, passe un petit peu à côté du truc. Mais une vraie maison, c'est une ruche. Une vraie maison, c'est un conservatoire de pensée. Une vraie maison, c'est quelque chose qui a ce côté où on confie à cette maison ses chagrins, ses joies, ses pleurs. On gueule dans une maison, on s'engueule dans une maison, on s'aime dans une maison, on se prend dans les bras dans une maison. Et il y a ce fameux toit par-dessus qui est disposé et qui garde tous les secrets. Et une maison ne répète jamais rien à son voisin. Donc, elle a quelque chose comme ça de très... On peut lui faire confiance à une maison. Alors, bien sûr, je commence par celle de ma grand-mère, qui était la première dans le Bourbonnais, en bordure de forêt de Troncé, et qui était une maison... comment vous dire, je ne savais pas si c'était la maison, ma grand-mère, ma famille, mais j'aimais tout dans cette maison de Couleuvre, petit village en bordure de forêt de Troncé, parce que c'était une maison, il n'y avait pas d'argent, donc c'était une maison de briques et de broc, mais c'était une maison où le cœur n'avait pas assez d'espace pour battre. Et ces palpitations résonnaient contre les murs, tellement finalement les habitants étaient heureux. Alors jamais j'oublierai cette jolie maison qui a terminé sous l'envahissement des ronces et donc du coup s'est écroulée. J'y suis retourné avec mes enfants pour essayer de la voir. Quelque chose de très nostalgique, hein, ouais. Oui, de nostalgique, et en même temps la mémoire est quelque chose qu'il faut toujours entretenir. C'est comme un vieux cuivre. Il faut avoir le miroir à portée de la main pour entretenir ses souvenirs. Alors, vous avez fait plus que l'entretenir, vous la mémoire, parce que vous avez baptisé votre fille du prénom de votre grand-mère. Elle s'appelle Louise aussi, Dieu sait que c'est un joli prénom. Oui. Et toute cette femme, on sent qu'elle a été importante dans votre vie. Elle vous accompagne tout au long du récit, donc forcément tout au long de votre vie, que ce soit pour telle odeur, pour tel plat,
pour telle image. Mmh. Je tiens à signaler, juste avant qu'on aille plus loin dans la conversation, j'ai été extrêmement et très agréablement surprise par le style du livre. On n'en parle pas souvent des styles, parce que des fois, il n'y a pas grand-chose à en dire. Mais là, je vais me permettre de faire un petit arrêt sur, pas sur image, sur mots, pour dire que j'ai retrouvé l'homme qu'on voyait à la télé, dans ce côté très truculent, et avec beaucoup d'appétit de dire les choses. Et je vais me permettre juste de dire quelques phrases que j'ai choisies. C'est juste à la fin où vous parlez de votre grand-mère Louise qui va devoir quitter sa maison pour aller en maison de retraite. Voici juste quelques phrases, mais qui reflètent bien le livre, je trouve. Et puis les années passent, les années usent, les années broient, et ma grand-mère, échine courbée, a rejoint la maison de retraite pour aller broder ses derniers instants. Et d'un seul coup, on passe dans un autre style de maison. Je détestais ce mouroir inélégant, vétuste, décrépit, sombre. Les beaux jours ne s'y sentaient plus chez eux, à croire que l'on fabrique avec une perversité raffinée l'antichambre de la mort. Et là, on revoit tous nos arrière-grand-mères ou grands-mères dans ce genre d'établissement qui se ressemblent tous, là, pour le coup. Et ça fait le contrepoint, finalement, avec la maison de votre grand-mère. Mais je voulais qu'on déguste un petit peu ce style. Oui, mais on ne parlera pas de sa dernière ligne droite, où elle est morte la main dans la main Avec sa voisine. avec sa voisine, oui. Et j'ai encore un lilas blanc. Dans oui. ma maison de Meudon, j'ai encore un lilas blanc que sa voisine s'appelait Marceline, et Marceline avait donné une greffe de cet arbre magnifique de printemps, le lilas, et il est planté dans mon jardin, et figurez-vous qu'un jour, il s'est mis à fleurir pour un précédent livre qui s'appelait Mes envies de vivre, et j'avais terminé le livre, j'attendais la voiture, le taxi qui devait m'emmener dans Paris, et subitement, j'ai regardé ce lilas, et pour la première fois en 10 ans, il s'est mis à fleurir. Et j'ai vu les boutons. Je peux vous assurer que je crois en plein de choses, parce que ça, c'était quand même joli. Mais vous savez, Mémé Louise, elle est assise sur mon épaule ici. Elle est en train de vous regarder, parce qu'elle est joyeuse, parce que c'était une petite dame anonyme. C'était une petite dame qui lavait, comme on le disait, le linge des bourgeois. Et elle allait chercher le linge sale avec les brouettes, et elle lavait avec le battoir dans sa mare ce linge. Elle le rapportait repassé, etc. Donc, c'était une petite dame qui élevait 3 lapins, 5 poules, etc. Et elle m'a accueilli, elle nous a accueillis, bien sûr, les petits-enfants, au milieu de tout ça. Donc, il n'y avait pas d'envie chez elle, il n'y avait pas de jalousie, il n'y avait que du bonheur à prendre et à croquer comme une tranche de pain d'épices. Et à mettre sous enveloppe. Et à mettre Qu'est-ce que sous c'était enveloppe. joli, cette petite attention. Enfin, tous les jeudis, vous receviez tous, qui étiez venus le week-end, une petite enveloppe avec un petit peu des herbes de son coin, quoi. Qu'elle avait coupées quand elle coupait de l'herbe pour ses lapins sur le bord du fossé avec sa faucille, et qu'elle ramenait pour ses lapins pour le remettre dans la cage le soir. Elle gardait quelques brins d'herbe, elle les faisait sécher sur le hangar à bois, et elle nous les mettait dans une enveloppe, et elle se débrouillait pour qu'on le reçoive en milieu de semaine, puisque la fin de semaine, on allait la revoir. Parce qu'on ouvrait l'enveloppe et on sentait sa campagne. Le foin séché, c'est quand même sensationnel. Et on mettait le nez dans l'enveloppe, et en pleine ville, Clermont-Ferrand, on sentait Mémé Louise qui était là. Quel bonheur! Puis je vous jure qu'elle est là. Hein. Ouh! Tiens, je lui fais un petit gris-gris. Alors, on lui dédie cette émission, si vous voulez bien. Jean-Luc Petit-Renaud, je vous voyais faire ça avec vos mains. Ça, c'est quelque chose qu'on a toujours aimé chez vous. C'est le côté très théâtral que vous avez dans vos émissions de télé. C'est quelque chose qui aide aussi à faire passer. Parce que nous, on ne peut ni sentir ni goûter, forcément. Donc, ça aidait beaucoup ce côté théâtral. Et alors, en préparant l'émission, moi, je ne connaissais pas du tout votre vie d'avant. Je pensais franchement que vous aviez été tout le temps chroniqueur gastronomique. Et pas du tout. Vous avez commencé très logiquement par un CAP de chaudronnier-soudeur, qui est toujours très utile quand on veut faire de la cuisine. Sûr, oui. C'est proche de la fourchette, oui. Les vies, c'est dingue, quoi. Les parcours, et moi, je trouve ça génial. Bon, pas très bon à l'école. Il va bien falloir que tu fasses quelque chose. Oui. Mon père me disait, comme tu as des doigts de pianiste, tu vas te faire un vrai métier qui va être d'aller taper sur de la tôle. C'était la punition. Bon, faut remonter, c'est dans les années 60 et quelques. Et donc, si vous voulez, c'était avoir un vrai métier dans les pattes. Dans les mains. On est loin de l'écran bleu d'aujourd'hui avec la souris qui navigue, ou des écoles commerciales. Je suis chargé de communication dans une école commerciale de quelque chose qui n'existe pas. Nous sommes en train de faire de la vie de nuages, de brouillard.
Et là, au moins, je suis allé taper de la tôle et j'ai eu un CAP de cuisine, de Là, le chaudronnier. lapsus, j'allais dire, mais alors Voilà. pourquoi pas de cuisinier? C'était pas dans l'idée à l'époque? Ah non, pas du tout, Pas non. du tout, Non, non. non, non, mais c'était chaudronnerie parce que le collège d'enseignement technique voulait bien m'accueillir pour ça. Et j'ai eu à cœur de très, très bien faire mes 2 années de formation et de sortir major de promotion. Et j'avais été demandé à Toulouse pour aller fabriquer le fameux Concorde. Donc, vous voyez à quel point... Donc, j'ai fui tout ça. Bah oui. Mais je vous jure, bel ami, qu'aujourd'hui, je suis veuf de rien. Je sens mon CAP de chaudronnier à l'intérieur de moi. Je peux rencontrer mais les plus hautes personnalités comme ça que je peux croiser de par aujourd'hui peut-être l'amour de ces émissions de la télé. Je suis héritier de moi-même. Je n'ai jamais pensé abandonner quoi que ce soit. Quand je vous dis que Mémé Louise est ici, ma mère est là, sur l'autre épaule aussi. Donc tout ça, je n'ai jamais eu de honte de mon accent auvergnat, de honte de quelque chose. Oui, parce que je n'ai pas dit que vous étiez de Clermont-Ferrand. Mais Ouais, voilà, oui, mais profitons-en pour le dire. j'ai décidé de faire avec tout ça quelque chose. Et ça me plaît quand j'ai pu m'essayer à l'écriture, puisque c'est le livre. Et le livre est quelque chose qui me fait énormément peur, beaucoup plus que la télé. La télé ne me fait pas peur, la radio ne me fait pas peur, l'écriture me fait peur. Alors, je vais vous dire que ce qui vous fait plus peur que l'écriture, c'est le doute, parce que vous avez cette très jolie phrase, elle est très courte, elle peut passer inaperçue dans le roman, mais alors moi, elle m'a tout de suite interpellée. C'est aussi pour éloigner le doute que j'écris. Je dis, waouh, ok. Oui, On va lui poser la question. Oui, mais c'est ça. Le doute de quoi? Et le doute que quand on est un CAP de chaudronnier, on ne sait pas écrire théoriquement. Et moi, j'avais tous les premiers prix de français. J'ai été une erreur de l'éducation nationale. Mais après, vous voyez, donc il y a quelques instants, on parlait d'Yann Kefelec. Oui. On disait Yann Kefelec. On en a parlé avant l'émission parce que c'est quelqu'un qui est habitué de l'émission, qu'on commence à connaître. Et vous, c'est un vrai ami. D'ailleurs, vous dites, qui n'a jamais vu Yann Kefelec descendre une côte de bœuf ne connaît rien de la vie ou je sais Oui. Et j'avais déjà entendu parler de son appétit légendaire. Oui, mais c'est ça, de Didier Decoing, de Éric Orsena, ces personnes-là, et ces personnes-là m'entourent. Mais aujourd'hui, je n'ai pas de complexe à être avec eux parce que, je sais pas, j'ai le courage de les affronter. Mais quand on se met devant la feuille pour pouvoir dire à Flammarion, je vais vous honorer, parce qu'il s'agit de cela, un grand éditeur vous fait confiance, vous ne pouvez pas le décevoir. Donc, il va falloir ciseler cette écriture. Et j'avais ce souci-là. Et ce livre, je l'ai écrit notamment dans une roulotte de gitans sur les hauteurs de Saint-Rémy-de-Provence, par le biais de Chico Bandolero, voilà. Et donc, il m'a dit, mais si tu veux, je te trouve cette roulotte, tu vas peut-être pouvoir écrire. Et j'avais envie de ce décalage, mais qui n'est pas du tout théâtral, mais qui m'a énormément plu. C'est une autre maison, c'est une maison d'écriture. Mais c'est une maison d'écriture, et j'ai écrit ce livre finalement, j'ai un peu commencé à Barfleur, j'avais laissé pendant 2 ans. C'est Kefelec qui m'a demandé, il m'a dit, mais j'ai lu le début, il faut absolument que tu poursuives. Ça, c'est la fraternité des gens des mots. Les gens des mots sont des gens qui ont envie d'embrasser les autres. Les gens des mots sont des gens qui sont porteurs d'une belle vie. Ils sont porteurs d'une vie qui est jolie, quoi. Je rajoute une épaisseur, la fraternité des gens des mots, puis la fraternité des gens de la table aussi, parce que vous êtes souvent retrouvés tous les uns autour de et les autres autour de votre table à Barfleur. On ne va pas venir tout de suite à la maison de Barfleur. Il y en a une que je voudrais évoquer avant, c'est la maison que vos parents ont fait construire. Donc cette fois-ci, on est dans du neuf. Hein, la belle expression. Oui. Voilà. En pierre de Volvic, c'était quand même important, n'allez pas mettre du parpaing non plus. Il ne faut pas pousser mémé dans les orties, comme j'allais dire. Vous avez lu en entier le livre. Bah encore heureux. Non, alors ça, je suis toujours sidérée quand les auteurs me disent ça. Vous avez lu mon livre. Oui, on lit les livres. Et c'est étonnant parce que c'est effectivement la lutte du moderne contre de l'ancien, la lutte du neuf contre le vieux. Et puis ces maisons auxquelles on essaie de donner une âme, alors que forcément elles n'en ont pas. Mais là, ce qui est jouissif quand on vous lit, c'est la manière dont vos parents et vous-même, les gamins avec, repèrent le terrain tous les week-ends. Tous les week-ends, on va maîtriser le terrain, on va suivre les travaux. On est dans votre excitation avec vous, finalement. Oui, parce que c'était tellement attendu, c'était les économies. Donc, c'est la grande maison. Mémé Louise, mon père est le fils de Mémé Louise, Émile Petit-Renaud. Et donc, il avait économisé avec son épouse. Les enfants étaient là, puisque tout le monde participait à cette époque aux économies. On n'était pas sur ces petites machines pourries, là, où
on essaie de faire des jeux et où chacun vit de son côté. On était dans une sorte d'euphorie familiale. Nous allons faire construire, qui était la belle phrase de l'époque. C'était la réussite. Aujourd'hui, on dit, figurez-vous que cette année, on part aux Maldives. Ouais, c'est ça. Ah, ça y est, on a trouvé le. Il y a la formule. Tanzanie aussi qui est très Et à la la mode. Tanzanie aussi. Et donc là, non, on fait construire. Ouais. Et on a cherché le terrain. Et mon père, au volant de sa Dauphine Renault, sillonnait les routes et disait ça pourrait être là. On disait là, on serait au bon air, etc. Et il y avait cette quête d'un bonheur que nous étions les seuls à partager entre nous. Nous étions 5 dans cette famille. Et donc, à 5, on allait décider du terrain où on allait articuler notre aire de jeu. Voilà, il y a votre grand frère et votre petite sœur aussi. C'est drôle que vous parliez des voitures parce que les voitures sont assez présentes dans ce livre et on sait tous que la voiture est un peu un lieu d'extension de notre maison. Tant qu'on est dans sa voiture, on est encore un petit peu chez soi. Alors pour vous, c'est d'autant plus important que vous êtes un fanatique de voitures et notamment il y a une coccinelle dans laquelle on rêve tous de monter maintenant qu'on en entend parler. Et on se dit, il a eu une super famille, mais on se dit, il a aussi des super amis parce que cette fameuse maison que vous allez acheter à Barfleur, qui est juste un des plus beaux villages de France, où il y a sans doute très peu de choses à vendre et en tout cas un prix inaccessible. Il y a toute une histoire que je ne veux pas déflorer pour que vous puissiez acquérir une maison. Mais ce qui est magnifique, c'est que cette maison, si vous n'avez pas eu l'aide financière d'un certain Poilane, Lionel Poilane, le grand boulanger, oui. Le boulanger fameux, vous l'auriez peut-être pas acheté ou alors en sacrifiant votre voiture coccinelle que vous ne vouliez pas sacrifier. Enfin bon, un ami qui met la main à la poche, aussi riche soit-il, hein, il l'a quand même fait. Oui. Pour que vous puissiez vous payer votre rêve à Barfleur. Je suis amateur de voitures, mais je ne suis pas un cinglé qui, le samedi après-midi, en survêtement, va soulever tous les capots des voitures je vous imagine bien en survêt. chez les concessionnaires. Hein, il en est hors de question. C'est amateur de voitures qui ont une histoire. Et cette coccinelle décapotable que j'avais, magnifique des années 70, il fallait que je la vende si je voulais débuter un crédit. Et c'est Lionel Poilane, ce boulanger, qui m'a dit « Mais tu l'aimes ?» Parce que je l'avais appelé. Je lui ai dit « Trouve-moi un client qui puisse l'acheter. » Et moi, je ne voulais pas la vendre, puisque j'avais mis un écriteau à vendre. Et dès qu'il y avait surtout pas visible. Mais surtout pas visible, je la mettais contre un mur pour pas qu'on puisse lire l'écriteau à vendre. Ouais. Et puis je lui ai dit, trouve-moi quelqu'un qui puisse me donner une petite somme et puis que je puisse démarrer ce crédit. Et le lendemain, il m'a appelé, il m'a dit, tu l'as aimée, cette voiture, tu l'aimes toujours, ben, c'est la tienne de toute façon, tu la gardes, mais je te donne l'équivalent. Et il m'a donné ça. Et c'est pour ça que c'est la première fois où je l'ai raconté, c'était dans le livre, parce que je n'ai pas voulu, ni même Apollonia, sa fille, l'une de ses 2 filles, ne savait cette histoire. Donc ça a été un truc entre lui et moi, et je sais qu'il nous regarde depuis les cumulonimbus et que je l'embrasse. Voilà. Vous parlez souvent des cumulonimbus pour parler de ceux qui sont... Oui. Mais parce qu'ils sont assis là-haut, oui. Ma grand-mère est là, mais les autres sont au-dessus, oui. Moi, je crois beaucoup dans les actes, que ce soit d'amour ou d'amitié, et pas seulement se payer de bons mots. À un moment, je trouve que l'amitié et l'amour se mettent en acte, et c'est exactement ce qu'a fait cet ami-là. Oui. C'est un sacré témoignage. Quand même. Oui. Moi, je suis très impressionnée. Et vous savez, quand il m'a dit, je vais être le premier à venir la visiter, je l'avais depuis 15 jours, et il est arrivé. Et il est arrivé dans une voiture rallongée. Il m'avait mis 8 amis à l'intérieur. Avec des poignées en or. Bon, avec des poignées en or, mais parce que c'était un échange de pain entre un émir de je ne sais pas d'où et lui. Donc, il avait dit tant de miches de pain contre la voiture avec poignées en or et tout. Et c'était une vieille voiture classique magnifique de 9 places. Qui a débarqué à Barfleur. Et qui a débarqué à Barfleur. Et il est arrivé, lui, au volant. Il m'avait mis à l'intérieur des amis journalistes et autres. Ils ont frappé à la porte avec des magnums de vin et tout. Et c'était une sorte de folie. Vous avez raison, c'est une mise en acte de l'amitié. Mais une maison, ce que je raconte vraiment dans ce livre, c'est une maison, c'est une personne. C'est aussi quelque... Moi, je parle à ma maison de Barfleur. Je lui parle quand je rentre, parce que la première fois où je suis rentré dedans, j'allais signer le lendemain l'acte de vente, je l'ai senti. Et j'ai senti que je pouvais faire des gelées de groseille dans cette maison. Oui, c'est la première idée que vous avez eue, c'est faire des confitures. Oui, mais parce que petit, vous étiez déjà lieutenant-colonel des confitures, il faut quand même le dire. Hein. Oui, mais parce que je surveillais la cuisson des confitures. Les adultes faisaient la promenade le dimanche après-midi, cousins, etc. Et moi, je surveillais la confiture quand on l'écume comme ça très légèrement et que vous avez
la mouche qui passe dans la maison en plein été, les volets sont mi-clos et vous entendez la mouche passer, briser le silence, et vous êtes là avec la passette en train de nettoyer la surface de votre confiture. Vous êtes en train de faire du vrai temps dans une vraie vie, parce que ça, c'est quelque chose qui ne vous échappera pas. Et quand je suis rentré la première fois dans cette maison de Barfleur, j'ai su que là, je pourrais faire des confitures, parce que j'ai le sens de la famille, j'ai 2 enfants, une Louise, comme vous avez dit, et un Antonin, et je me suis dit, c'est là que je pourrais faire mes confitures l'été, les mettre sur des rayons de bois, et puis ils reviendront dans l'année comme ça, les chercher, parce que la confiture, c'est la trace d'une famille. Il y a des choses qui ne trompent pas. C'est que votre si gentille banquière qui avait tout fait pour que vous ayez le prêt vous a envoyé un petit mot en disant bienvenue chez vous. Mais Oui. quel banquier fait ça aujourd'hui, quoi? Et Bienvenue vous faites une chez vous, et regardez, le livre s'appelle Bienvenue chez moi. Et vous faites une déclaration d'amour à cette banquière qui est Oui. absolument, voilà, que je trouve très jolie. Je vous voyais bouger les mains. Je me dis que vous avez, quand vous étiez acteur, vous avez dû être un Sganarelle assez formidable. Ben, j'ai joué Quand même. Sganarelle. Je sais que vous l'avez joué, c'est pour ça que je le dis. Plusieurs fois, mais aussi... Oui, parce qu'on est resté au CAP de chaudronnerie Après, soudeur. oui. Après, vous êtes devenu éducateur spécialisé. Oui. Genre, je prends la tangente. Ça a duré un sacré moment d'ailleurs, éducateur Oui, spécialisé. oui. Et puis d'un seul coup, acteur. Revirement de situation. Et je deviens clown. Et en plus, clown, mime. clown mime Luc. Mime Luc, Ouais. voilà, oui, c'est ça. Mais j'étais très impressionné par un clown suisse qui s'appelait Dimitri. Oui. Et donc, c'est lui qui m'avait fait entrer dans l'école du cirque d'Annie Fratellini et de Pierre Etex. Et c'est comme ça que j'ai commencé à pratiquer l'art du silence. Donc, les mains, ce sont des supports. C'est pour ça que dans les émissions de télé aujourd'hui, par exemple, quand j'ai un interlocuteur en face de moi, un chef, un pâtissier, un fromager, un affineur, un berger, s'il est à un moment donné silencieux, ça ne me gêne pas. Je regarde la caméra, je croise le regard de la caméra comme ça et je fais, vous inquiétez pas, ça va arriver. Aujourd'hui, on a la trouille du silence. On veut tout meubler, tout meubler, tout meubler par des conversations inutiles, par ce qui s'appelle le bavardage et non plus la parole. Eh bien là, on se régale de pouvoir sculpter le silence. Et les mains aident beaucoup à faire cet ouvrage. Mais j'ai tout fait, mais c'est vrai qu'on doit complètement effrayer vos téléspectateurs parce que c'est... Non, c'est rassurant de se dire qu'on peut avoir plusieurs vies en une. Oui, ah ben alors là, j'en ai eu non seulement plusieurs, mais moult, on va Moult, dire, moult vies. Moult vies, ouais. Et cette partie, en tant qu'acteur, ça a été important pour vous? Vous pensiez rester acteur toute votre vie? Non. Non, vous savez que Mais ce je n'était qu'un pense que je ne passage. sais pas si j'étais un bon acteur. Ce qu'il y a de sûr, c'est que j'avais les jetons quand j'étais sur scène, mais alors la trouille, comme ce n'était pas possible, ça c'est une certitude. Actuellement, on me fait des propositions de films. Je ne rappelle pas, je fais la sourde oreille, on m'engueule, on me dit mais tu peux pas dire un mot quand même, quelque chose. Et c'est parce que je crois que j'ai trop peur trop peur d'être face à ça. La cuisine, c'est un prétexte. C'est un prétexte pour faire le singe. Parce que j'ai toujours aimé faire le zouave, le singe. J'étais imitateur dès l'école de 6e, j'imitais les profs. Et je crois que ma carrière s'est arrêtée là. C'est-à-dire que l'imitation d'un prof qui monte à l'estrade comme ça et à qui on emboîte le pas juste derrière, je me faisais payer en carré de chocolat par les classes à côté. Donc, inutile de vous dire, c'est pour ça le CAP de chaudronnerie, parce que j'ai bifurqué. Adieu la philosophie, mais bonjour le CAP de chaudronnier. Donc, si vous voulez, j'ai emboîté le pas à l'école des routes vicinales, quoi. Voilà, plutôt que d'être sur les grandes autoroutes du succès. C'est joliment dit. Alors, je les entends qui rentrent sur le plateau. On va accueillir non pas un, comme d'habitude, mais 2 invités, ce qui est absolument rarissime. 2 invités dans cette deuxième partie d'émission. Il y en a un, il s'appelle Francesco Agnello. Il est accompagné de Jean-Baptiste Germain. Je vais vous les présenter. Il va se passer des choses bizarres, mais restez bien avec nous. Francesco, asseyez-vous. Bonjour. Bonjour. Jean-Baptiste Germain, asseyez-vous. Dans quelques secondes, on va parler de cette pièce qui vous a réunis, Pierre et Mohamed, qui nous parle notamment de Pierre Claverie et de Mohamed, qu'on découvrira parce que les gens connaissent peut-être moins. Mais avant tout ça, je suis sûre que vous avez suivi avec beaucoup d'attention ce qu'a dit Jean-Luc Petit-Renaud, parce qu'il y a pas mal de points communs quand même. Alors, je ne sais pas qui veut commencer. Francesco, peut-être, Agnello? Écoutez, moi, ce qui m'impressionne, c'est vous êtes dans le don, vous êtes dans le partage, et ça, c'est quelque chose de hyper précieux à notre époque, et je vous en remercie. Dans l'instant c'est présent, gentil. je dirais. Il est complètement dans l'instant présent, Jean-Luc. Il vit ce qu'il y a à vivre avec la personne. Oui.
Oui, et Jean, vous voulez réagir Oui. Jean-Luc? Non, mais c'est simplement être dans l'instant présent. Si on se projette trop, on n'est pas sûr d'être dans la projection. Donc, il faut bien être sûr que tout de suite, on est dans quelque chose de merveilleux. Il faut le partager, il faut serrer des mains, faut être heureux ensemble et ne gaspillons pas nos sourires. Offrons-les, bon Dieu. C'est quand même la plus belle chose. Tenons la porte à quelqu'un qui passe, donnons le bras, etc. Et ça, c'est génial. Mais les artistes, je suis tellement proche d'eux qu'il n'y a pas de doute. Jean-Baptiste, alors? Oui, vous en avez c'est retenu fou. quoi? Moi, j'écoute depuis tout à l'heure. Effectivement, je me suis un peu renseigné aussi sur ce que vous aviez fait avant. J'étais étonné de voir qu'il y avait un certain nombre de points communs, puisque je n'ai pas toujours été comédien, moi. Parce que monsieur a fait de la finance publique. J'ai fait de la finance, oui. Ah, bah voilà. J'ai fait une école de commerce, dont vous parliez tout à l'heure. Oui. Il a fait ça en parlant des écoles de commerce, hein, Mais vous voilà, avez vu, c'était un hein? peu ça. C'est genre, ça brasse du vent, ça brasse du vent. Non, puis il y a plein de choses, effectivement, parler des maisons, parler de la famille. En fait, on sent que vous êtes quelqu'un de relation, quoi. Vous avez une relation avec le public, vous avez une relation avec les téléspectateurs, vous avez une relation avec votre famille, vous avez une relation avec vos lieux, vos amis. Et c'est extrêmement touchant. Oui. Je suis très heureux. Merci beaucoup. On va découvrir un peu l'univers de ces messieurs, tout en continuant d'évoquer le vôtre. Juste pour démarrer, effectivement, vous étiez dans la finance publique, a priori pas parti pour être... Il s'est passé quoi? Parce que les reconversions, là, on est passé d'un CAP chaudronnerie à éduc spécialisé, à acteur, à chroniqueur gastronomique. Donc là, il vous dame un peu le pion, Jean-Baptiste, mais vous êtes un peu Exactement. plus jeune aussi. Mais ça me donne beaucoup d'espoir parce que je me dis que je ne serai pas forcément acteur toute ma vie et que je ne sais pas, malgré toutes les décisions que j'ai pu prendre, je ne sais pas où je vais aller plus tard. Mais ça intéresse les gens, ces reconversions radicales. Comment on passe de la finance publique à acteur? On quitte d'abord la finance publique. Ah, voilà, ça se c'est fait que pas j'étais dans conjointement. un gros cabinet de conseil américain. Et puis c'était une vie qui ne me convenait pas. Voilà. La seule chose qui me convenait, pour être très honnête, c'est le chèque que j'encaissais à la fin du mois, qui était très agréable. Mais voilà, ça ne suffisait pas. Et je me suis dit que je ne pouvais pas, en gros, perdre ma vie à la gagner. Et donc j'ai tout arrêté. Et c'est à l'époque mon épouse, qui est aujourd'hui ma femme, qui m'a poussé vers Votre le fiancée, théâtre. vous voulez dire, qui est aujourd'hui votre femme? Oui, pardon, ma Parce que fiancée. si c'était oui. votre épouse, c'était déjà Oui. votre femme. Eh bien, D'accord. elle l'est toujours. Non, mais je suis un petit peu... Non, mais merci. Ma fiancée qui est aujourd'hui ma femme et qui m'a poussé un peu dans le théâtre en me disant « Essaye, tu en as toujours parlé, tu n'en as jamais fait, donc essaye ». Et puis, il se trouve que ça a marché et j'ai très rapidement rencontré Francesco et l'aventure Pierre et Mohamed a commencé 6 mois après, même pas. Alors, c'est là que je passe la parole à Francesco. On ne va toujours pas dévoiler trop ce qu'on a au pied. Là, la soucoupe volante est bien calme, on verra ça après. Racontez-nous d'abord Pierre et Mohamed. Il faut d'abord peut-être rappeler qui était Pierre Claverie, dont on célèbre le 20e anniversaire Oui, tout à fait. du décès, évêque d'Oran. Oui, évêque d'Oran. Que dire de lui? Dominicain, Assassiné. en 96, avec ce chauffeur, Mohamed, qui avait 21 ans, qui faisait un travail, un job d'été, en fin de compte. Et Pierre, ça a toujours été un homme qui a toujours défendu la relation entre le musulman et le chrétien. Il était très investi dans le dialogue entre les religions. Interreligieux. Extrêmement Exactement. investi. Oui. Il l'a Exactement. payé, Exactement. Et malheureusement, il l'a payé de sa vie. comme un peu les moines de Tibrine. C'est un peu des destins très parallèles. Tout à fait. Mm. Et à travers les représentations, effectivement, cette parole, cette vie a une telle résonance que maintenant, les prisons nous demandent, les lycées publics aussi nous demandent pour pouvoir faire les représentations. Alors, ils en sont, c'est pas des petits joueurs, ils en sont à 680 représentations. 650. 650 représentations. Bon, on n'est plus à 30 près, Francesco. Ça raconte l'histoire de ces deux personnages, mais il faut quand même arriver à le mettre en scène. Comment on s'y prend, en fait? On va regarder un extrait dans quelques instants, mais comment on s'y prend pour créer une pièce à partir de deux personnages historiques, réels, assez proches de nous? C'était il n'y a que 20 ans, finalement. Oui, tout à fait. Et, alors déjà, je pense que ce qu'il va falloir dire, c'est vraiment la naissance de cette pièce. Et la naissance, ça a été vraiment les rencontres. Il y a toujours au Festival d'Avignon deux frères dominicains
qui sont toujours présents au festival. Et un jour, autour d'une bière, il y a un comédien qui dit « Mais attendez, vous qui êtes toujours présents, ça serait peut-être sympathique de faire quelque chose sur peut-être éventuellement un personnage. » Et voilà que là est née l'idée de mettre en place quelque chose sur ou une lecture ou un spectacle. On ne savait pas trop. Encore à table, quelle est née l'idée. Je dis ça, je dis rien. Tout le temps. Voilà. Et donc, savoir si c'était une lecture ou un spectacle à mettre en place. Et après, à travers cette rencontre, ils ont sollicité un autre frère dominicain, Adrien Candiar, qui lui a mis en place le texte, c'est-à-dire qu'il a récupéré des homélies de Pierre. Voilà, c'est ça. Il y a des écrits de Pierre Claverie sur lesquels on a pu s'appuyer. Et c'est inspiré du petit carnet de Mohamed. Et après, il y a eu la rencontre avec le premier comédien, puisque Jean-Baptiste, c'est la deuxième distribution. Qui est un comédien du français. Oui, Nazim Boudjena, avec qui on a fait la création. Et puis, au fur et à mesure, vu la résonance, comme je disais, de cette parole-là, exactement, lui, il n'a pas pu suivre vis-à-vis de son planning. Et là, il y a eu la rencontre avec Jean-Baptiste. Qui passe juste derrière un comédien du français. Alors qui Ça, débute. je lui laisse la parole. Là, je lui laisse la parole. Mais oui, non, c'est vrai, c'est ma première pièce de théâtre. Et pour être honnête, moi, ce qui m'intéressait au début, c'était ça. D'abord, c'est un monologue. Donc, j'étais très attiré par le fait de jouer un monologue. Toujours une question d'ego chez les comédiens. Et puis, remplacer un comédien du français, pour moi, c'était... Voilà, je me suis dit... Après, ça a évolué, ça. Évidemment, après, on rentre dans les personnages. Évidemment, ça a évolué parce qu'on n'est pas pareil, parce que je joue pas pareil, parce que moi aussi, j'ai évolué au fur et à mesure des années en jouant. J'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui les ont connus, donc voilà, et tout ça alimente et nourrit. Tout cela s'approfondit. Je vous propose qu'on regarde un extrait, mais alors c'est un extrait très particulier parce que c'était à Oran que ça a été capté. Pourquoi c'est si particulier? Parce que Pierre Claverie était évêque d'Oran. Voilà. Donc j'imagine que jouer sur cette terre-là, ça a dû être quelque chose quand même. Déjà, et en même temps, ce qui était vraiment très très émouvant, c'est que nous étions à 6 mètres de la tombe de Pierre et en présence de la maman de Mohamed. Alors on va regarder un extrait très religieusement. Et après, on demandera son avis à Jean-Luc Petit-Renaud. Et puis je suis fier de conduire un évêque chrétien, même si je suis musulman. Je crois qu'il y a un Dieu. Et je n'ai pas la prétention de posséder ce Dieu-là, ni par le Jésus qui me le révèle, ni par les dogmes de ma foi. On ne possède pas Dieu. Je lui ai dit que j'en pouvais plus de cette guerre civile qui dure, qui détruit tout, de ces morts partout, tout le temps. Si seulement on arrivait à concevoir, juste concevoir, que l'autre a le droit d'exister. Le temps du dialogue ne peut pas encore commencer, m'a-t-il dit. Car avant le temps du dialogue, il faut le temps de l'amitié. En France aussi, il est connu. Là-bas, il parle même à la télévision. Surtout depuis l'enlèvement des moines, le jour où on a appris leur mort. J'ai vraiment senti quelque chose se casser. J'ai repensé aux sœurs de Sidi Bel Arpès, au curé, à Pierre. Quoi? Allaient-ils mourir tous? La plupart de ses amis lui disent qu'il s'expose trop, qu'il prend trop de risques en parlant comme ça. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Voilà, les dernières images, c'est donc la maman de Mohamed et puis la tombe de Pierre Claverie. Ouais. Qu'est-ce qui vous touche particulièrement dans cette histoire, Jean-Luc Petit-Renaud? Il n'y a pas de vie sans vie. C'est-à-dire qu'il faut s'inspirer de la vie des autres, de l'ouverture, de ce qui est dit, quoi. Je crois que par rapport aux événements de ces derniers mois, c'est quand on n'a plus le langage et que on est dans le passage à l'acte. Et là, ce qui est dit, c'est qu'il faut retisser des liens avec les mots. Les mots
c'est la plus belle arme de guerre. C'est-à-dire que c'est ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils perpétuent ce sens du rapprochement, du dialogue, d'instaurer l'amitié avant de dialoguer, etc. Donc tout ça, c'est très très fort parce que on prend son temps. Et hélas, quand on ne prend plus son temps, les Kalachnikovs parlent. Et donc, il y a à ce moment-là un raisonnement ordurier. Et là, je trouve que c'est profond. Et moi, ça me touche beaucoup parce que il y a pas d'amour sans l'ouverture de la porte de son voisin, en gros. C'est un petit peu ce qui est dit dans cette histoire. C'est vrai qu'elle est forte, cette phrase. Pas tout de suite le dialogue, l'amitié d'abord. Alors, il y a d'autres phrases fortes comme ça qui sont marquantes dans le spectacle. Je ne sais pas, chacun une qui vous a particulièrement interpellé ou une idée que vous ressassez, que vous remâchez, qui vous aide peut-être aussi dans votre vie depuis. Moi, il y en a une que j'aime beaucoup, c'est Mohamed à un moment qui parle de Pierre et qui dit « j'ai pas très bien compris ce qu'il a voulu me dire ». Mais s'il y a une chose dont je suis sûr, c'est qu'il ne mentait pas. Et j'aime beaucoup parce que Mohamed est vraiment à l'opposé de Pierre. C'est pas du tout un intellectuel, c'est pas du tout un dominicain. C'est un petit gars du peuple, tout simple. Et qui, lui, vit la rencontre, mais véritablement. C'est-à-dire qu'il n'en fait pas une idée ou une idéologie. Il pose des actes. On parlait tout à l'heure d'amitié et d'actes qui sont posés, mais là, c'est la même chose. Et il s'inspire de ce que dit Pierre et de ce que pense Pierre pour pouvoir vivre cette rencontre-là, en faire l'expérience. Une rencontre qui a été, enfin, il ne l'a pas choisie, mais qui a été jusqu'au martyr. Quoi. Exactement. Oui. Et vous, Francesco, il y a un endroit du... Il y a juste un mot qui pour moi, effectivement, il y a énormément de choses parce que à chaque fois, on nous pose la question, mais vous n'en avez pas marre de jouer autant de fois et non, parce qu'à chaque fois qu'on le joue, tiens, on se dit, tiens, ça, je ne l'avais pas entendu de cette manière-là. Il y a une résonance, oui. Exactement. Et c'est là où on se rend compte la puissance des mots. Tu dis, tiens, mais pourquoi mon cerveau n'a pas fonctionné? Et tout d'un coup, on se dit, tiens, effectivement. Pourquoi les 649 représentations d'avant, j'avais pas fait attention à ce mot-là et que là, il ressurgit. Et ça devient toujours quelque chose de vivant, et ça devient toujours quelque chose de l'instant. Et c'est très beau ce mot résonance, parce que cette résonance, elle est appuyée par cet instrument qu'on va pouvoir enfin prendre sur les genoux. Cette soucoupe volante n'est pas une soucoupe volante, chers amis. Non, non, bien sûr. Je vous laisse l'empoigner. Alors, c'est un hang, c'est un instrument millénaire qui vient du fond des âges et du fin fond de l'Asie. Pas du tout. Ah non, pas du tout. C'est suisse. Exactement. C'est un instrument suisse qui a été commercialisé il y a 9 ans. Donc, c'est un instrument nouveau. Il y a tout à explorer, il y a tout à chercher. Ce sont des chercheurs qui l'ont mis au point, qui cherchent de nouveaux instruments de musique. Vous avez la Suisse en commun, parce qu'il a été acteur en Suisse, lui. Oui. Et ce qui se passe, ça rejoint un petit peu votre premier métier. Par rapport, c'est des gens qui travaillent la tôle. Alors, l'accordage, un petit marteau au-dessus, un petit marteau en dessous. Et puis, à partir de là, voilà, l'instrument est né. Et ce qui est fabuleux dans cette histoire, c'est ce que je dis toujours, c'est qu'inventer des instruments de cette qualité-là à notre époque, eh bien, il y a encore de l'espoir. Alors, la personne qui vous dit ça, il a quand même une sacrée formation. Il est metteur en scène, compositeur, percussionniste. Il a été lauréat du prix de la Villa Médicis en 96. Il y a aussi tout un parcours. Et c'est vous qui aidez à faire découvrir cet instrument avec l'idée de le mettre sur cette scène-là. Pourquoi? Enfin, vous étiez déjà joueur de hang, on dit oui. hang. Pourquoi sur cette pièce-là? Enfin, comment s'est fait la rencontre? Écoutez, je crois qu'il y a des choses qui ne sont pas, entre guillemets, explicables. Imaginons, je découvre l'instrument, je commence à l'explorer, je commence à y travailler avec un travail journalier, et puis après, il y a tout d'un coup ce projet qui arrive, et dire tiens, comment on peut faire, comment on peut, puis je l'introduis, et puis à partir de là, comment ça fonctionne avec la rythmique, avec le son, avec la couleur, avec le rythme, et puis après il y a des évidences. On se dit ah, effectivement, j'enregistre, je travaille, j'improvise, et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui me paraît plus évident que d'autres, donc je garde, c'est comme un petit montage. Donc on ne sait plus qui suit qui. Est-ce que c'est le texte qui suit la musique? Est-ce que c'est la musique qui suit le texte? C'est quelque chose où, petit à petit, on ne maîtrise plus. Mais c'est là, c'est présent.
Alors, on va faire quelque chose d'absolument unique parce que je pense que nos téléspectateurs n'ont jamais vécu ça. Moi, jamais. Jean-Luc, je pense jamais. C'est la première rencontre avec un hang. Non, mais ça ressemble un peu, je trouve, j'aurais bien vu un tagine là-dessous, vous voyez, si on avait soulevé Ça, le couvercle. Nous sommes avec Jean-Luc Petit-Renaud. On va écouter un petit peu, voir un Bien petit peu sûr, la bien résonance de sûr. cet instrument en direct live sur le plateau de VIP. On vous écoute, Francesco Agnello. On dit que le silence après du Mozart, c'est encore du Mozart, mais alors le silence après du hang, c'est encore du hang. Combien avez-vous de lutins sous le couvercle? C'est absolument, c'est divin, c'est magnifique. Ouais. C'est magnifique. Et j'aime beaucoup l'utilisation de la surface. C'est un peu comme un plat qui mijote, c'est-à-dire qu'avec la spatule, nous allons aller chercher des sucs comme ça pour pouvoir envoûter le palais des convives. Et c'est un peu la même chose, on envoûte les oreilles des convives parce qu'on a l'art et la manière, parce que cette soucoupe volante, elle est absolument magnifique, et c'est l'art et la manière d'aller chercher les sonorités. C'est pour ça que je demandais combien il y avait de lutins à l'intérieur, parce que on pourrait penser qu'il y a, je sais pas, des caisses de résonance à l'intérieur, mais c'est magnifique. Et je trouve ça extraordinaire de Magnifique. savoir que c'est absolument pas un instrument millénaire. On l'imagine, Oui. voilà, être allé le chercher au fin fond de je ne sais quel pays lointain, et pas du tout, quoi. C'est vous qui l'avez testé pour la extrêmement première récent. fois? Non, du tout. Je l'ai découvert au Festival d'Avignon. Il y avait un jeune homme qui jouait de cet instrument dans la rue. Et puis, c'est vrai, la première fois que je l'ai vu et entendu, je me suis dit, ça doit être un instrument très ancien qui doit venir du fin fond de l'Amazonie. Ah oui. En fin de compte, pas du tout. Et on me dit, non, c'est un instrument suisse. Et donc, après, je suis allé rencontrer les inventeurs, les constructeurs. Et puis voilà. Puis après, une amitié s'est créée. Et voilà que le hang est là. Et quelqu'un qui joue du hang, ça s'appelle un Hanguiste. hanguiste. Eh bien, nous aurons appris un nouveau mot, chers amis. Vous parliez d'Avignon. Il y a deux villes dont on va parler. On va parler d'Avignon, puis on va parler d'un lieu de Tibrine aussi. Mais Avignon, c'est quand même hyper important dans le parcours de cette pièce. Pierre et Mohamed, le hang, c'est à Avignon. Pierre et Mohamed, ça s'est créé. L'idée effervescente est née en Avignon. C'est drôle comme des fois des projets se rattachent à un endroit. Jean-Luc, c'est ses maisons, très identifiées, très précises. On peut donner le nom des petits villages en France ou des villes comme Meudon. Vous, c'est Avignon qui a été très, très fécond finalement. Oui, tout à fait, dans le sens qu'effectivement, comme on le sait, Avignon, c'est le Festival d'Avignon, il y a énormément de spectacles. À l'heure actuelle, on arrive à peu près à 1300 spectacles par jour. In et off confondus? Off, Oh là là. off. D'accord. Par jour. Donc effectivement, sortir un petit peu la tête de l'eau, c'est pas évident, mais on a eu énormément de chance par rapport à cela. Et c'est vrai que c'est un lieu de rencontre, un lieu de partage, et en même temps un lieu où on met en place des créations. Et vous y serez de nouveau Voilà, cet été, y on va comme le sera dire. de nouveau cet été du 7 au 30.
dans cette magnifique Juillet. chapelle, la chapelle de l'Oratoire, à 17h15, pour les 20 ans de la mort de Pierre et de Mohamed. Vous l'avez déjà fait, le Festival d'Avignon, Jean-Luc Petit-Renaud? Oui, j'y retourne cet été d'ailleurs. Ah bah, tiens. Ah. Et voilà, pour parler de théâtre un peu aussi. Ah, c'est pas vrai. Alors, Théâtre je et n'étais pas au courant. gourmandise, voilà, vous Ouais. voyez. Donc, j'y serai à peu près aussi dans vos dates. Mais Voilà. invitez-vous les uns les autres. Ah, Ça oui, me rappelle oui, quelque oui, chose, oui. cette phrase. Exactement, non, mais c'est quelle jolie plateforme de rencontre. Hein. Ça ressemble à leur pièce, c'est donnons-nous la main pour pouvoir exister et avoir une vraie culture. Ouais. Donc c'est un peu ça. Ah, formidable. Bah, écoutez, votre rencontre va pouvoir se prolonger en Avignon. Je voudrais qu'on regarde quelques images que vous allez... Je ne sais pas lequel des deux va nous les commenter. Jean-Baptiste, c'est parti. Je ne sais pas de quelle image il s'agit, mais je veux dire. Si, c'est des images à Tibrine. Ah oui, oui. Ah bah Ah si, oui, oui. c'est pas n'importe quelle image. J'imagine Oui. que ça a été incroyable d'aller sur les lieux où les 7 frères ont été assassinés. Alors voilà, Ah oui, oui. racontez-nous Jean-Baptiste. Alors, on a eu la chance, après avoir joué à Oran, d'aller à Tibérine et de visiter les lieux. On a été accompagné par un homme qui habite là-bas, hein, qui bien sûr nous prend sur place. Et il termine la visite par, évidemment, les tombes des moines, puisque les trappistes sont enterrés dans leur lieu de vie. Et donc, on a devant nous la tombe des 7 moines de Tibérine, notamment, mais les autres derrière. Et il se trouve que c'est toujours, quand ils font visiter Tibérine, c'est à ce moment-là qu'ils évoquent le testament de Christian de Chergé. Ah oui, le fameux. Et donc, j'ai proposé de lire le testament de Christian avec Francesco Hoang, comme une sorte d'hommage. Et puis en même temps, on était dans une ambiance extrêmement apaisée, parce que Tibérine est un lieu très très apaisant, ce dont je ne m'attendais pas. Et voilà, on a voulu à la fois leur rendre hommage, et puis en même temps méditer aussi sur ces paroles-là, qui sont très belles et très fortes. Vous êtes entre guillemets, j'allais dire, pardonnez-moi l'expression, chrétiens d'origine, tous les deux, catholiques, Tamponné. tamponnés, certifiés, baptisés. Oui, oui. Mais moi, j'ai eu un parcours assez classique. C'est-à-dire Je viens d'une famille catholique, bourgeoise, de province. Et j'ai catholiqué quand j'étais petit. C'est-à-dire que j'accompagnais mes parents à la messe parce que j'étais un garçon gentil. Et puis, je m'ennuyais quand même pas mal à la messe. Et puis après, quand j'ai grandi, j'ai abandonné tout ça complètement. Et puisque je n'avais plus à accompagner mes parents, je ne vivais plus avec eux. Et voilà. Et c'est Pierre et Mohamed qui m'a fait revenir à une foi plus vivantes, beaucoup plus vivante. et rechoisies. Oui, exactement. D'accord. Parce que c'est une vraie rencontre. Hein, les écrits de Pierre, notamment, sont Oui, c'est très musclé. solides. Oui, Ouais. c'est assez musclé. Et c'est une vraie rencontre. Oui. Et Francesco, vous, votre parcours? Bah, écoutez, de parents italiens immigrés, maman très croyante, papa aussi. Et puis, on allait toujours au caté. Et puis après, j'ai fait partie de la JOC, Jeunesse ouvrière chrétienne. Et puis, à un moment donné, effectivement, après mon premier spectacle, Les Fioretti de Saint-François d'Assise, Catherine de Sienne, l'Évangile selon Saint Matthieu. Voilà, donc toujours dans cette quête de nourriture, dans cette Vous êtes quête. passé par le théâtre, alors? Oui, par le théâtre, par la parole. Ouais. Et puis après, par l'échange, par la rencontre. Ouais. D'accord. Et alors, Jean-Luc, même question? Non, je voulais juste dire un petit mot sur ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que lorsque vous avez fait votre spectacle là-bas sur le site avec les tombes à côté de vous, vous disiez c'est c'était très apaisé, c'était très tranquille. Vous imaginez comme la beauté du silence, c'est-à-dire que après ce qu'ils ont vécu dans cette torture et cette fin catastrophique, où donc là, il n'y a plus de mots. Les mots ne sont plus chez eux, les mots s'en vont parce qu'ils ne sont plus acceptés, et que l'on retrouve une possibilité d'un joli texte dit, d'une musique douce qui passe comme ça. Et moi, je crois énormément donc en la foi et en le silence, c'est-à-dire que ce silence retrouvé par rapport à eux, ça fait du bien parce que quand on a vu le film, on est resté sur ce drame, les hommes et des dieux, et je me souviens, voilà, donc tout le monde sortait de la salle de cinéma en se signant, et donc il y a là cette suite un peu très heureuse qu'ils ont su engendrer, et ça, je suis assez touché par cela. Vous n'en parlez pas du tout de la foi ou de la religion dans votre livre? Je parle des maisons, c'est déjà pas présent. mal. Oui, mais il y aurait pu avoir une église dans le lot. Vous avez été élevé comment sur ce plan-là, Jean-Luc? Très bien, catholique, pas très pratiquant. On veillait la communion pour avoir les montres, etc. Bien donc sûr, important, affreusement mercantile. Et donc voilà, mais
quand je suis en vagabondage pour mes émissions de France 5, j'adore rentrer dans les églises, juste comme ça. Vous avez gardé un lien, c'est pas une Oui, foi mais donc parce vivante, que- on va dire. Parce mais... que quand je suis trop sur les braises, ce qui arrive toujours dans nos métiers, vous le Oula. savez. Surtout sur les tournages extérieurs. Oui, et donc quand je suis trop sur les braises, j'adore aller m'apaiser, et c'est l'endroit où je vais m'apaiser, tranquillement. Je vais faire une petite aparté. Est-ce que vous êtes déjà entré dans une église, dans les petites églises romanes du Brionnais? C'est un trésor inconnu de France, je me permets de le dire, c'est dans le sud de Bourgogne. Et les églises romanes du Brionnais, je ne sais pas si vous connaissez, des très bons fromages de chèvre là-bas. C'est des trésors totalement inconnus, mais c'est un trésor qui est bien gardé, il ne faut pas le dire. Faut pas le dire. Non mais faites ça un coup, une semaine dans le Brionnais. Vous connaissez un petit peu, Jean-Luc, ce coin-là? Ouais. Je vais aussi souvent dans les églises d'Auvergne. Ah oui, bah, ça, c'est votre Orcival territoire. et autres. Oui, c'est mon territoire. Parce Avec que, une pierre plus noire, là. Oui, mais quelle beauté, cet art architectural. Là encore, dépose ses mains sur vos épaules. Quand vous entrez, vous n'êtes plus le même. Et ça, c'est quand même génial. Bravo à celui qui a conçu ça. Vous lui direz quoi, vous, quand vous arriverez là-haut? Je remettrai la Légion d'honneur. Au moins, ce sera la première qui servira à quelque Alors, chose. je veux dire, posez une question. Vous lui feriez quoi à manger, tiens? Oh, je lui ferai à manger. Je lui ferai comme la rondeur de ses pierres et de son accueil. Je lui ferai des tomates farcies. Un plat simple, familial, Exactement. goûtu. Mais attention, pas avec de la viande Non. crue, là. Non, non. Ah, Là, non. des anciens pot-au-feu, des anciens jambonneaux, des anciens, etc. Que de la viande cuite dans la tomate farcie, sinon elle n'est pas bonne. Bon, en tout cas, on vous remercie beaucoup pour cette invitation à Barfleur. On y répondra très volontiers tous les trois. C'est vraiment... Ou à Vous Meudon, êtes ce les sera plus près. bienvenus, vous êtes les bienvenus. Dans votre maison de Meudon, ce sera plus près. Merci infiniment. Juste, on rappelle, donc, en Avignon, Pierre et Mohamed, c'est pas eux, Pierre et Mohamed, hein, pour ceux qui prennent l'émission seulement maintenant, mais c'est pas grave, vous regarderez tout cela en replay. Pierre et Mohamed, du 7 au 30 juillet, dans la chapelle de l'Oratoire, à 17h30. 17h15. 17h15, pardon, Emmanuel, tous les soirs. Et vous pouvez aussi aller voir Jean-Luc. Alors, déjà le livre, hein, quand même. Bienvenue chez moi, chez Flammarion, Jean-Luc Petit-Renaud. Un petit trésor à déguster. Franchement, c'est absolument, c'est goûtu, si je puis me permettre. C'est gentil. Il y a de l'ardeur, il y a du fondant, il y a Merci. tout ce qu'il faut. Et puis donc en Avignon, alors je découvre ça avec vous. Oui, mais je ferai des selfies, moi. Je suis, hélas, extrêmement contemporain, donc je fais des selfies avec mes téléspectateurs. Bien, Non, mais je fais des petites conférences comme ça sur la gourmandise. Voilà. très bien. À Écoutez, l'intérieur on ira du- sur le programme pour se Très bien. renseigner. Qu'est-ce que je vous souhaite pour la suite, les uns les autres? Allez, il nous reste 10 secondes. Qu'est-ce que je vous souhaite? Jean-Baptiste, Des projets qui se concrétisent. Parce que j'ai plein de projets et je voudrais qu'ils prennent forme dans le théâtre. dans le théâtre. Dans le théâtre. Francesco, On continue et on continue. et on lâche rien. Jean-Luc. Eh bien, que j'ai plus peur pour aller devant une caméra, faire du cinoche. Ah, alors on va C'est ce que guetter je me quelque chose. souhaite. C'est ce que je me souhaite. Ok, ben merci infiniment tous les trois. Je vous souhaite un bon Avignon. Je peux se dire un bel Avignon. Un bel été en tout cas. Voilà, et bonne continuation pour vos pièces, vos livres, vos conférences gastronomiques. Merci pour vos jolis mots. Merci Merci, beaucoup. au revoir.